Bonsoir à tous, bonsoir. Aujourd'hui, nous attaquons notre 6e live de cette thématique de la vigne au champagne. Et nous allons accueillir pour ce super live Super Sam tout de suite. Alors, Sam ne devrait plus tarder à arriver. Salut Super Sam. Salut Bertie, ça va? Ça va et toi? Chaudement, mais là dans la cuverie ça va mieux. Je me doute, moi je me sers d'un petit ventilateur pour me rafraîchir, mais je me doute que la cuverie c'est toujours le bon moyen quand il fait bien chaud. Voilà, tout à fait. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc en live avec Sam du Champagne Lucien Roguet qui aujourd'hui va nous parler d'une étape importante pour l'aboutissement de notre produit final qui est la dégustation des vins clairs et l'assemblage. Ouais, tout à fait Bertie. Alors j'ai choisi de me faire filmer, parce que la dernière fois j'ai eu mal au bras en tenant le portable. Donc Et c'est un moi, peu déstabilisant, mais j'espère que ça va aller. je fais comment Voilà. pour faire tous les lives à chaque fois hein. Moi, j'utilise le bras. Hein. Ouais, mais bon voilà, là c'est bien, j'ai quelqu'un qui me filme et c'est super. Je dis bonjour à la personne qui te filme parce que je la connais très bien. C'est Laura. Salut Lolo. Salut Bertie. Écoute, on t'écoute. Parle-nous alors un peu de la dégustation, les assemblages, un petit peu son histoire, tout ça. Alors, je vais tenter de vous expliquer, d'essayer d'être bref. Donc c'est vrai que les assemblages, avant d'arriver à la dégustation des vins clairs, il va falloir bien sûr faire les assemblages. Enfin, justement, la dégustation des vins clairs juste avant les assemblages. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi on a des assemblages en Champagne. Donc il y a très longtemps, on a compris que les assemblages des vins de différentes années, de différents cépages et de différents terroirs ont permis d'offrir une qualité bien supérieure que la qualité de chacun d'entre eux. Voilà. Et donc au fur et à mesure du temps, on a amélioré la qualité des vins et on a su garantir une qualité constante. Et donc cette diversité, elle est due aussi due au climat de chaque année et à l'expression de chaque terroir. Et grâce à ça, les maisons de champagne et les vignerons ont pu développer des styles et des personnalités propres à chacun. D'accord. Donc on a un outil qui a été créé en Champagne, qui est la réserve individuelle, donc en cas d'accident climatique qui nous permet de récupérer une partie de la récolte, mais cet outil sert aussi justement a permis de conforter ces vins de réserve, qu'on appelle vins de réserve, pour pouvoir faire nos assemblages. Voilà. Et donc, grâce à ça, on peut chaque année mettre de côté des vins issus de la vendange pour les années futures. D'accord. Et ça a lieu quand un peu cette période d'assemblage, de dégustation? Quand est-ce que... Alors les assemblages, c'est juste avant la mise en bouteille, pour avoir l'idée la plus précise de l'arôme de chaque vin. Mais on commence déjà dès la vendange, si possible, si tu veux, à isoler dans chaque cube qu'on voit ici à petit contenant, chaque pressoir, donc un pressoir, chez nous en l'occurrence, dans ma maison c'est 4000 kg, va donner 20 hecto-50 de cuvée qu'on va pouvoir isoler dans chaque cube. Et on essaie d'isoler chaque parcelle ou un groupement de parcelles de chaque secteur, pour avoir son propre arôme sur chaque cube. Et donc est bien distinct entre chaque cépage aussi. Donc déjà à la vendange, si tu veux, on va pouvoir isoler tous ces petits lots. Et pendant la vinification, chacun va pouvoir développer son propre profil aromatique. Voilà. Donc on arrive donc à la fin des vinifications, une fois qu'on a fait les fermentations alcooliques, malolactiques ou pas, et ensuite la stabilisation des vins, on arrive à un vin clair qui est totalement fini, où là on va pouvoir déguster chaque cuve issu de cette vendange. Voilà. Donc tout simplement, tu vois ici la petite bouteille, donc on va venir chercher au début de dégustation. On va avoir des petites bouteilles qu'on va noter bien sûr ce que représente la cuve. Et on va avoir chaque bouteille pour chaque cube et chaque vin de réserve qui sont constitués en bas. Alors je ne sais pas, je t'ai envoyé des petites photos pour montrer que nos vins de réserve sont stockés en cave, tout simplement. Oui, tout à fait, je les affiche. Voilà, tout simplement pour avoir une température constante tout au long de l'année. Ici en cuverie, on a des variations de température et en cave, on a une température constante qui nous permet de garder les vins de réserve. Voilà.
Ok, D'accord. donc ensuite on va venir donc opposer en fait la vendange de l'année donc avec chaque bouteille sur chaque cuve, avec les vins de réserve donc pareil donc dans des petites bouteilles sur chaque cuve, chaque fût ou peu importe le contenant qu'on utilise, qu'on va venir opposer à la vendange de l'année. Voilà, et on va déguster tout ça. Donc ça représente, alors chez moi par exemple, hein, ça représente une quarantaine, cinquantaine d'échantillons différents et on peut aller bien au-delà chez certains vignerons. Voilà. Ensuite, donc, on utilise ce petit verre ici, hein, qu'on voit ici, le verre de dégustation, hein, qu'on appelle INAO. Et on essaie de le faire avec des œnologues, hein, puisque les œnologues ont quand même cette capacité de se projeter dans l'avenir et sont assez précis dans la dégustation des vins clairs. Et surtout, ils nous suivent hein, donc, depuis de nombreuses années, donc ils connaissent aussi un peu le profil du vigneron et ils savent quelle direction prendre dans les assemblages pour que le vin ressemble aussi au vigneron. Et donc, ils font partie de l'équipe pendant les assemblages. Donc, on déguste en fait hein, dans ce petit verre-là chacun, donc déjà par le nez, hein, bien sûr, par la couleur, par le nez et par la bouche. Et on note chacun nos avis et ce qu'on a ressenti et nos commentaires. Et ensuite, on va regrouper tout ça pour essayer d'avoir une seule et même idée et pour avoir le meilleur vin possible. Voilà. Ça va, c'est clair ? Oui, c'est clair. Et alors, je suppose, comme tout vigneron, une période, cette dégustation que l'on attend avec impatience, puisque c'est un peu le fruit de notre travail après plusieurs semaines de vendange, de vinification. C'est une période que tu adores, je suppose que oui. Ouais, vraiment les assemblages, c'est vraiment l'aboutissement du travail et de l'année, hein, dans la vinification de l'année, et aussi le résultat de tout ce que tu as pu conserver les années précédentes hein, en réserve, le temps qui a fait son travail. Il y a des vins, chez nous par exemple, qui ont bientôt 10 ans, hein, qui sont encore gardés soit en barrique, soit en foudre, etc. Donc effectivement, le fait de marier l'un et l'autre et de les redécouvrir chaque année, c'est aussi très passionnant. Voilà. Et grâce à ça, ça permet surtout, ça c'est vraiment pour moi ce que j'aime beaucoup, c'est de créer un style maison, voilà, un style maison qui se traduit chaque année. Et puis de temps en temps, quand on peut faire un peu de folie, et ben voilà, on va faire des cuvées un peu non conventionnelles qui vont sortir un peu des sentiers battus. Mais voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un style maison et cette réserve, hein, s'assembler à la vendange pour pouvoir constituer ça dans l'avenir. Et ça t'arrive, toi, de faire un peu des cuvées comme ça qui sortent Ouais. des sentiers battus Tout à fait. Alors on le décide pas, hein, si tu veux, ça se décide pas trop à l'avance. Hein. C'est vrai que moi, je prévois jamais rien à l'avance. Hein. Des fois c'est un tort, mais c'est comme ça. Et donc voilà, au fil du temps et au fil des années, quand on déguste les vins clairs, surtout les vins de réserve en bas, eh ben on se rend compte qu'avec le vieillissement et le temps passé dans un contenant, alors ça peut être du bois, ça peut être de l'inox, ça peut être, il y a des jarres, enfin il y a tout un tas de choses qui font que le vin peut changer grâce au contenant. Et on trouve, on va trouver des arômes différents, ou des fois des surprises, des trucs qui sortent du lot complètement après 2, 3, ou même 5 ou 6 années de vieillissement en barrique. Et du coup, on se dit, plutôt que d'aller mettre ça, vu que c'est des petites quantités dans un assemblage plutôt grand, autant qu'on isole pour faire une cuvée d'exception, une cuvée un peu élitiste, voilà, qui va pouvoir déjà nous faire plaisir et puis satisfaire des palais un peu plus différents ou plus affûtés. Voilà. D'accord. Je salue tous ceux qui nous rejoignent. On a Billy des États-Unis. On a aussi Champagne d'Auby, donc notre super copain Teddy. Oui, super Teddy. Il m'a envoyé un message d'encouragement juste avant. Je suppose qu'il est à l'apéro en me regardant d'ailleurs. Ouais, ce qui ne sait pas, j'espère qu'il n'a pas oublié que la semaine prochaine c'est son tour. Et alors, si tu devais décrire un petit peu ton style, toi, dans tes assemblages, puisque comme tu le dis, c'est le moment aussi où l'on apporte un peu sa patte, c'est quoi, toi, ton style dans tes vinifications, dans tes assemblages? Alors, on n'a pas un style précis, si tu veux. Après, c'est vrai que c'est au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure aussi des appréciations du client auxquelles on fait attention. Moi, j'essaie de penser que le vin doit ressembler à la personne. Voilà. Après, on fait aussi avec notre terroir. Et là, Mailly Champagne, en l'occurrence, hein, où tout mon vignoble est situé, on a un terroir assez expressif, une dégustation assez vineuse, même déjà avec les vins de l'année.
Donc mon but, moi, c'est essayer de rafraîchir un peu ce côté un peu très expressif de Mailly, puisque j'aime la fraîcheur vraiment des vins, le côté élégant. Donc eh ben, je vais souvent stocker des chardonnays pour donner un peu de fraîcheur. Et voilà, j'essaie d'avoir un style plutôt sur la fraîcheur, l'élégance, et essayer de ressortir aussi le côté minéral, parce que Mailly Champagne, il y a quand même, c'est vraiment, on est dans la pure craie blanche. Et c'est très intéressant d'aller chercher ça. Donc voilà, il faut, ça se travaille dans le temps, tout ça. Ça prend du temps. Moi, j'ai commencé à travailler avec mes œnos que j'ai gardés depuis 10-15 ans maintenant. Et on arrive maintenant seulement à avoir un style bien précis qui se dessine chaque année. Voilà. D'accord, donc tu affirmes d'année en année en fait ton style, donc des C'est ça. champagnes sur la minéralité, sur la fraîcheur, donc dynamique quand même. Ouais, tout à fait dynamique. Et puis voilà, je te dis, j'essaie vraiment de contraster en fait, si tu veux, avec le côté très un peu vineux de Mailly Champagne et assez authentique, assez très expressif du terroir de Mailly, parce que bien sûr, on est quasi à 70% de Pinot Noir. Donc voilà. Et de plus, on est sur des années à forte maturité. Donc voilà, tout ça, il faut trouver l'équilibre en fait, si tu veux, pour garantir un plaisir et frais et composé avec du caractère et des arômes, etc. Enfin voilà, tout ça, ça se travaille au fur et à mesure du temps. D'accord, donc On essaie déjà, voilà, moi je te dis, c'est déjà essayer de se faire plaisir. Et quand on se fait plaisir en tant que vigneron et surtout vinificateur, eh ben, on peut mieux communiquer après sur la vente de nos champagnes, forcément. ah bah, Voilà. si on fait le but, je pense, et l'intérêt, c'est qu'on fasse un champagne qui nous plaise, ce qui est beaucoup plus pratique pour en parler derrière à notre Voilà, tout à clientèle. fait. Ben, on a du plaisir à en parler et on sait communiquer en toute transparence. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on travaille. C'est aussi pour ça qu'on fait des vins et c'est aussi pour ça qu'on se différencie, nous vignerons, de faire un vin de personnalité en fait. Voilà. D'accord. Et je confirme que tu dis que ton vin ressemble aussi au vigneron, tu es quelqu'un de dynamique, donc ça ne m'étonne pas que tu fasses des vins et des champagnes sur le côté minéralité, dynamique en bouche, puisque ça te ressemble et ça te correspond. Tout à fait. Je dis même des fois qu'il faut que le vin et l'élevage transposent un peu l'humeur du vigneron, mais bon, voilà, il faut choisir les moments de bonne humeur. Mais c'est vrai, Je vrai sais que parce papa que aime bien les champagnes gourmands et il est très gourmand, papa. non, mais ça commence à la vendange dans le Berti. Donc, effectivement, déjà, à la vendange, quand on est dans tes vignes, quand tu choisis déjà ton parcours de vigne et de vendange, déjà, tu décides, déjà, tu te projettes un peu dans l'avenir et dans les assemblages qui auront lieu bien en moyenne 6 mois après. Donc, tu te projettes déjà à te dire qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais conserver, qu'est-ce que j'ai besoin dans mes réserves, qu'est-ce que j'ai besoin de renouveler, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma cuverie. Donc déjà, à la vendange, tu vois, tu essaies déjà de te projeter et de trouver les parcelles les plus adaptées à ce que tu veux faire comme vin. Donc voilà, c'est très complexe, c'est une alchimie, on peut dire, parce que ça donne de très beaux résultats, mais il faut être patient et il faut aussi être bien strict dans pour garder chaque page et chaque parcelle bien déterminée. Et puis après, avoir un bon feeling avec son monologue et normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors, si tu as des critères de sélection en termes aussi gustatifs, je suppose, pour sélectionner un peu tes raisins et tes jus dès la vendange, est-ce que tu arriveras à nous les décrire un petit peu, puisque c'est déjà Alors, se projeter moi, tu sais, j'ai appris un peu sur le tas. Et donc, au début que j'ai commencé, il y a 20 ans, je me focalisais sur le degré potentiel. Et puis au final, après, j'ai appris par des copains vignerons, par les œnos aussi, qu'il était important de goûter en fait le grain et d'aller vraiment le croquer jusqu'au bout, jusqu'au pépin. Et là, on sent tout le potentiel en fait du jus et du grain, du fruit. Donc voilà, en fait, j'essaie de tourner comme ça dans les vignes. Bon, je connais bien mon parcellaire, puisque c'est que sur Mailly et je connais très bien mes parcelles. Donc forcément, chaque année, je sais un peu où m'orienter. Mais il y a des différences et de plus en plus avec le climat qui évolue. Et des fois, on a des parcelles qui sont bien différentes d'une année à l'autre et qu'on va peut-être pas forcément choisir pour tel ou tel vin. Donc voilà, moi je vais dans les vignes, bien sûr, je mesure le degré d'alcool probable, donc le taux de sucre.
Et ensuite, je goûte le grain. Donc, on regarde aussi un peu la couleur, voir un peu le grain, surtout pour les pinots noirs, hein, si la couleur de la peau est prononcée ou pas. Et tout ça, ben voilà, on met un peu tout ça sur la table et on choisit en fonction de ça, de ce qu'on a besoin de cuivrer. Voilà. D'accord. Et je pensais à un truc, parce qu'on parle donc de champagne, donc de vin forcément blanc, couleur blanc, mais on a aussi nos rosés qui font partie de cette période d'assemblage. Et notamment, toi, tu en fais un, Ouais. qui est très demandé et très qualitatif. Donc, explique-nous un petit peu, parce qu'on a une particularité, nous, en Champagne, sur ça. Alors, ouais, la particularité, c'est le rosé d'assemblage, effectivement, hein, une des seules régions, enfin, je ne sais pas exactement si on est la seule, mais en tout cas, à ma connaissance, on est la seule région à pouvoir assembler un vin blanc et un vin rouge pour donner un vin rosé. Voilà. Donc, tout simplement, ben, ça, c'est pareil, ça commence à la vendange. Donc, tu vas aller choisir en fait une parcelle, généralement avec peu de volume dans la vigne, hein, pour avoir une concentration en sucre et en arôme du pinot noir ou des meuniers, hein, des deux raisins noirs que nous on a le droit d'utiliser ici à Maille-Champagne, pour pouvoir faire un vin rouge avec. Donc tout simplement, bah, on égrène, on ne garde pas la partie verte, hein, la rafle, on égrène, hein, cette grappe et on va laisser en fait macérer le jus en contact avec la peau pendant les fermentations pour obtenir un maximum de couleur. Et on va obtenir un vin rouge voilà, assez très représentatif, hein, du vignoble, donc avec beaucoup de fruits et aussi très, avec un peu d'acidité, hein, c'est important aussi pour la conservation dans les années futures. Et ce vin rouge, on va l'isoler, donc on va le stocker en fait dans des plus petits contenants, hein, forcément, hein, puisqu'on va utiliser qu'une toute petite partie pour assembler au vin blanc pour notre futur rosé. Et on va aller choisir une base de vin blanc, hein. Après ça varie en fonction des années. On va aller choisir pareil, un assemblage de vin blanc. Donc moi en l'occurrence j'ai choisi de mettre toujours les 3 cépages pour apporter les caractéristiques de chacun. J'ai la chance d'avoir le pinot noir, le meunier et le chardonnay à Mailly, donc j'en profite. Et ils vont constituer la base blanche en fait de mon rosé d'assemblage. Et je vais venir donc mélanger juste avant la mise en bouteille. Donc bien sûr, on travaille ça dans les assemblages aussi avec les œnologues. On fait des tests de couleur, de goût, etc. Puis je vais venir assembler à peu près entre 6 à 8% de vin rouge pour le reste en vin blanc. Et on obtient un vin rosé, donc toujours sans effervescence bien sûr. Et on met en bouteille ce vin rosé qui va prendre l'effervescence donc avec la prise de mousse pour devenir le champagne rosé quelques mois ou années plus tard. D'accord. Voilà. Ça va? Ça va. Non, c'est bien expliqué ce qu'il fait. C'était important de revenir sur ce point, puisque c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir assembler pour faire un champagne rosé. Donc, c'est vrai que ça se fait du coup au moment de l'assemblage. Donc, voilà, je voulais un peu une explication sur ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter un peu sur du coup la dégustation ou l'assemblage? Je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, non, pas vraiment. Voilà, tout simplement que c'est vraiment une des parties forcément les plus attractives de notre métier, ça c'est sûr. Et c'est vraiment, on attend ça chaque année avec impatience. J'ai dit tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est vraiment pour aller découvrir ce qui se passe dans nos vins de réserve. Hein. Donc, en cave, hein, on va avoir plusieurs barriques, un foudre. On a aussi des cuves qu'on vide presque jamais, donc ce qui est la mémoire en fait, hein, de la maison, si tu veux. Et ça, c'est toujours un plaisir de goûter ça. Et puis quand on est surpris par quelque chose, et ben voilà, au moins on passe une très très belle journée. Et puis on se dit que c'est vraiment une partie très intéressante de notre métier. Et des clients, des professionnels, pour eux, c'est possible de venir déguster tes vins clairs ou enfin. Alors oui, bien sûr. Alors uniquement on le fait pas systématiquement, hein, bien sûr, parce que déjà d'une, tu sais très bien, Bertie, que les vins de réserve, il faut qu'on essaye de les garder en cuve pleine ou en contenant plein le plus précis possible. Donc on essaye de ne pas le faire tout le temps, puisqu'après il faut quand même avoir du vin de côté pour pouvoir remplir, pour rattraper les niveaux. Mais oui, bien sûr, si on nous le demande très gentiment avec une prise de rendez-vous, on peut arriver à faire goûter quelques vins de réserve. Et puis des fois, ça se fait aussi sur le tas, sur le feeling. Des fois, tu t'entends très bien avec un client ou un pro, etc. Et à force de visiter la cave, on descend dans les vins de réserve, la personne est très intéressée.
là, tu as envie de lui faire goûter ce qui se passe aussi dans tes vins de réserve. Voilà. Oui. Donc, en fait, si je veux venir déguster, il faut que je prenne rendez-vous maintenant pour… Non, mais toi, Bertie, je sais que de toute façon, tu seras toujours intéressé par tout. Donc, voilà, forcément, avec toi, il faut faire la visite avec une pipette, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, la pipette, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les servir dans les barriques, hein, voilà, et pour remplir le fameux petit verre de dégustation. Voilà. Voilà. On a Nanou59, alors c'est Nanou, qui dit que tu parles bien. Donc voilà, en effet, Sam, tu nous as bien expliqué la thématique. Bah, j'espère, en tout cas, c'est pas évident, puisqu'on peut pas, je peux pas montrer effectivement où sont stockés mes vins de réserve, donc ça m'embête un petit peu. Mais on voit bien, si tu veux, on voit, hein, si ma caméraman peut s'approcher. On voit bien le fait qu'on peut conserver donc, la vendange dans des petits contenants. Et après, on utilise des grosses cubes d'assemblage, en fait. Hein, si tu veux, on a des petits volumes. Hein, les barriques, c'est vraiment des petits volumes. Et on va travailler donc, les assemblages donc, sur chaque lot. Donc, forcément, avant de mettre en bouteille, il faut remélanger ce qu'on a décidé avec les œnologues dans des plus gros contenants pour avoir le volume de notre tradition, de notre blanc, de notre rosé, etc. Donc on utilise ces grosses cubes où on va venir mélanger tous les choix qu'on a fait. Voilà. Un peu comme un. Donc en fait, moi je détermine ça un peu, si tu veux, comme les assemblages. Pour moi, je dis toujours, c'est un peu comme un peintre ou un nez de parfum. On utilise notre banque de goût et de saveur qui est dans la réserve en bas, et on va venir la marier à la vendange de l'année, voilà, pour sublimer en fait, si tu veux, déjà l'année en cours. Donc ça, c'est plus tu as des réserves, et notamment cette année, hein, on va essayer de se battre pour avoir aussi de pouvoir conserver ces réserves, puisqu'on a une très très belle vendange qui se dessine. Donc, plus on va grandir nos réserves et plus on va améliorer les assemblages et plus nos vins seront constants et qualitativement seront constants dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a Ludovic qui nous dit, est-ce qu'il y a une Solera chez toi? Alors, on a une Solera, moi je la fais pas en bois, hein, voilà. Ma Solera, elle est en cube inox, donc tout simplement, voilà. Alors, Solera, c'est un terme, alors, je sais pas si on peut appeler ça, nous on l'appelle perpétuel ou Solera, enfin bon, peu importe le nom qu'on utilise. Effectivement, c'est une cuve qu'on vide, enfin nous c'est une cuve inox, hein, comme celle-ci, la même que celle-ci, tu vois, mais qui est stockée en bas. Donc elle fait 25 hectos, donc ça représente à peu près 10% de nos assemblages. Et si tu veux, cette cuve, elle n'est jamais vidée, effectivement. Jamais vidée dans son total, en fait. Donc chaque année, et souvent pour notre brut tradition, on va utiliser une partie de cette cuve sur le dessus. Enfin, bien sûr, on tourne par le dessous, et on va donc remplir la partie vide avec de l'autre vin, soit de l'année ou d'autres vins de réserve, pour garder cette cuve toujours pleine, qui ne sera jamais vidée en fait. Voilà. Et donc quelque part, on obtient une mémoire en fait, olfactive et gustative de la maison, et ce qui nous permet, sur certaines années, d'aller chercher en petite quantité cette touche de mémoire pour rappeler dans l'assemblage des vins qu'on est bien, par exemple dans la maison Roguet chez moi ou dans une autre maison chez les collègues. D'accord. Et elle a démarré quand, Ludovic nous pose cette Alors nous, on l'a démarré il y a 10 ans, voilà, tout simplement. Ouais. D'accord. Tout simplement, il y a 10 ans, quand je fais rentrer des cuves inox pour les vins de réserve, puisque j'avais besoin de... on a connu des très belles vendanges avec des très belles réserves individuelles, donc il a fallu investir dans le matériel pour pouvoir constituer une belle réserve. Et donc j'avais la capacité là de le faire, du moins avec une cuve inox, de commencer cette Solera. Alors peut-être qu'un jour on décidera de faire une mise en bouteille qu'avec cette cuve-là, on ne sait pas, on verra. Voilà, ça se décide vraiment sur le fil. Ouais, tout à fait. C'est que si tu as un coup de cœur, tu te diras, allez, j'y vais, je fonce et je fais quelques voilà, bouteilles. Moi, j'ai jamais rien décidé tant que j'arrive pas aux assemblages. Voilà, je sais que je dois faire des vins, je sais que je dois faire du tradition pour satisfaire ma clientèle, du blanc, du rosé. Voilà, après, ce qu'on peut faire au-delà, ça se décide qu'après. Parce que, tout simplement, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, il faut privilégier ce qu'on va dire la base, donc la gamme classique de la maison, pour que nos clients soient toujours satisfaits. Donc, qualitativement, on va privilégier cette partie de champagne. Les nôtres, hein, donc blanc, rosé, tradition et extra brut, qui sont nos 4 cuvées de base. On privilégie toujours qualitativement ces vins-là. Donc, si on doit utiliser le maximum de qualité possible pour faire des bons vins, on va les utiliser pour ces vins-là. Et après,
Et après, c'est pour ça que quand on a une succession de belles vendanges, ça nous permet de pouvoir faire des vins un peu élitistes, des prestiges ou des millésimes. Donc là, à l'inverse, des assemblages. Le millésime, c'est qu'une seule année constituée, présente dans la bouteille, où on peut isoler une partie très qualitative de la vendange pour faire un millésime. Mais priorité, enfin en tout cas pour ma part, priorité au BSA, donc au brut sans année, aux assemblages. Voilà. Dans un millésime, on peut aussi assembler les cépages, donc ça rentre Tout à fait. terme On de peut assembler les cépages, on peut assembler les terroirs, mais en l'occurrence, ça doit rester une seule et même année présente dans la bouteille. D'accord. Toujours une question donc, de Ludovic qui nous demande pourquoi pas en foudre, est-ce un choix? J'ai un foudre, voilà. Donc forcément, j'ai la Solera. Oui, la Solera. Tout simplement parce que le foudre, je viens de le rentrer, donc c'est tout nouveau aussi. On vient de le concevoir avec mon tonnelier pour notre maison. Et mon but de ce foudre-là, c'est uniquement de mettre du chardonnay dedans. Voilà. Donc de ramener des chardonnays avec un profil très jeune à la vendange en termes de goût, très dynamique, très jeune, un peu acidulé. Et on va venir le passer en foudre au moins une année à chaque fois. Donc, les chardonnays vont passer en foudre pendant une année pour gagner un peu en aromatique et surtout en rondeur. Voilà. Et du coup, voilà, la Solera elle a été commencée il y a 10 ans dans la cuve inox. Donc, peut-être après, j'utiliserai ce foudre-là quand il aura donné le maximum qu'il peut donner sur le chardonnay, qui servira de contenant conservateur, comme on dit. Peut-être qu'on fera la Solera dedans, on verra. Ou peut-être on rachètera un foudre pour changer la Solera dedans. Tout ça, voilà, tout ça, il n'y a rien d'écrit dans les cahiers. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai rien d'écrit dans les cahiers, à part ce qui est déjà fait. Ce que je vais faire là cette année, je ne le sais pas du tout. Voilà, ça peut changer, ça peut se décider, et on peut changer les fûts avec d'autres fûts, etc. Voilà, la Solera est partie dans la cuve inox, elle se plaît bien, on la déguste chaque année, elle se comporte plutôt bien, donc on continue comme ça. Voilà. D'accord, très bien. Écoute, en tout cas, tu nous as apporté de bonnes informations et tu nous as bien expliqué le but de la dégustation et l'assemblage. J'aurais préféré aller en cave pour vous montrer, mais bon, c'est comme ça, on ne capte pas, on n'est pas encore, on n'a pas la 4G dans les caves. Heureusement, je dirais, parce que c'est un endroit au moins où on est tranquille. Mais voilà, j'espère que j'ai été clair, en tout cas dans mes propos. Ça a été très clair, ça a été très bien expliqué. Je te remercie, Sam, pour ce live, pour avoir pris une demi-heure de ton temps à nous expliquer à tous ceux qui nous regardent l'assemblage et la dégustation. Merci à ta super caméraman d'avoir maintenu je t'avoue quand même que c'est plus confortable, parce que là je t'explique pas avec la chaleur, en plus tenir le portable à bout de bras, ça aurait été un peu compliqué. Donc si Teddy a besoin d'un caméraman, je peux aller l'aider s'il faut la semaine prochaine, avec grand plaisir. Et je saurai comment m'habiller pour qu'il soit motivé. Bon, Teddy, en tout cas, si tu as besoin, Sam, il se propose, mais contre rémunération par champagne derrière, à mon avis. Forcément, ça, c'est une obligation. Ouais. Donc, Ludovic te remercie de ce partage et Nanou dit « Il est beau, mon Sam ». Oui, voilà, c'est ma belle-maman, elle n'est pas objective. Ah, c'est belle-maman, d'accord, ok. Oui, 59, c'est logique. Je vous embrasse tous les deux. Écoute, merci Bertie, et merci à toi, et puis merci de nous faire partager en fait cette expérience des lives, et puis à la prochaine. Écoute, à la prochaine, et cette fois-ci, ce sera en Champagne. Et puis, écoute, je te souhaite une très bonne soirée à toi ainsi qu'à Laura, la caméraman. Salut Bertie. Ceux qui nous regardent, bonne soirée et à la Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao.